Salut les marques et les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on critique, on décortique, on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et je suis là pour vous parler du Monday Night Raw du 26 février 2024, juste après l'Elimination Chamber en Australie. Nos catcheurs sont-ils un petit peu déphasés, un petit peu jetlagués? En tout cas, on est en Californie et je suis avec l'ami Giscal. Comment ça va, Giscal? Salut Rafa, salut tout le monde. Bah écoute, ça va très bien. Ouais, on vient tout juste d'atterrir de Perth et nous revoilà en Californie, je crois. C'est là où ils avaient quitté avant de partir en Australie, ils y retournent. C'est ça, exactement. Pour nous, ce petit show en Australie a été plutôt bénéfique. Niveau timing, on a pu suivre ça en live. T'as pu suivre ça en direct, toi? Oui, très appréciable. J'ai en direct jusqu'au déjeuner, puis après il a fallu remplir mes obligations paternelles. Et puis j'ai repris un petit peu après pendant la sieste des enfants. Mais donc oui, j'ai regardé la première moitié, je dirais en live et la suite juste après. Bon, ne nous en dis pas plus, puisque de toute façon, tu as déjà donné ton avis en live, Oui, direct eh épisode, oui. sur le podcast de Catch Up. Donc déjà, n'hésitez pas à aller écouter Giscal se fighter contre Ringside pour savoir si c'était une bonne Elimination Chamber ou pas. En tout cas, les portes de la chambre se sont dégagées et là, c'est plein balle pour WrestleMania. Là, on est dans la dernière ligne droite de la route. Giscal, t'es prêt? Tu t'accroches? Ah bah là ça y est là. Alors on attendait pour certains un pay-per-view en effet. Allez écouter la review, mais bon c'est un secret pour personne, un pay-per-view assez convenu. Donc on attendait d'une certaine manière là quand même que ça passe et puis qu'on puisse appuyer sur l'accélérateur, passer la seconde là et rentrer pleine balle sur cette route et on va voir ce que ça a donné à San José en Californie. Eh ben, pleine balle, on commence direct par le petit chouchou de Ketchup, c'est Dominique Mysterio qui a ouvert l'épisode. Ah ouais, c'est lui, au milieu du ring, qui, évidemment, sous la bronca d'une foule qui joue le jeu à fond, qui nous demande d'acclamer Rhea Ripley, la plus grande championne du monde de l'histoire. Tout simplement. Et le public obéit à Dominique, puisque Rhea Ripley est acclamée. Un gros pop pour Rhea qui arrive magnifique championne, tout en confiance et tout en charisme, qui nous dit que voilà, elle est arrivée en Australie championne, chez elle, son pays, elle est repartie championne. Nia Jax a été sa plus grande menace jusqu'à présent. Elle nous dit, mais elle reste quand même. C'est pas parce qu'elle était down under, donc en Australie en dessous, qu'elle est pas au top. Et elle est interrompue dans sa promo par Becky Lynch. Il y a des félicitations mutuelles qui arrivent. Bravo pour ta conservation de titre, bravo pour ta victoire dans la chambre, etc. Mais Becky Lynch, voilà, elle dit c'est formidable, t'as eu un très beau moment, t'as pu être championne devant ta famille, sous leurs yeux. Par contre, maintenant, il va falloir leur faire prendre l'avion pour qu'ils te voient perdre à WrestleMania, puisque voilà, tu vas m'affronter et je vais te battre. Donc Dominique essaye un peu de s'interposer, Becky Lynch le renvoie dans ses retranchements, se fout un petit peu de sa gueule. Ce en quoi Rhea Ripley la défend de suite, défend un peu son Latino Hero, son Latino Hit, et elle lui dit qu'elle va rester championne et qu'elle va réussir à la battre. Elle est Rhea Bloody Ripley, pardon, c'est pas facile à dire. Donc ça joue un petit peu, voilà, elle explique que Becky pendant un an a tout fait pour essayer d'être à son niveau, qu'elle a été la backbone de la division féminine, c'est comme ça que ça s'autoproclame Becky Lynch, mais qu'elle n'est pas encore au niveau. Et tout ça va pas rester entre ces deux femmes, puisque Becky Lynch est victime d'une attaque par derrière de Nia Jax. Et ouais, Nia Jax attaque Becky Lynch, l'écrase, lui porte des leg drops et s'apprête à lui porter son annihilateur là sur le coin du ring, mais elle est stoppée par des officiels qui la séparent. Nia Jax visiblement très 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 en colère en ce moment et juste après au micro elle va nous dire que ce soir elle affronte Liv Morgan et elle lui fera subir 10 fois pire. Donc est-ce que tu as été séduit, alléché par cette ouverture du show et surtout est-ce que ça t'a donné très vite envie de voir ce main event matériel entre Liv Morgan et Nia Jax pour ce soir? Écoute, alors je sais pas si ça m'a donné envie de voir Liv Morgan, Nia Jax, mais bon écoute c'était le prolongement, de l'Elimination Chamber. On passe enfin, on va dire, aux choses sérieuses là avec Rhea Ripley et Becky Lynch. On garde Nia Jax un petit peu hot dans tout ça parce que bon écoute elle a fait une belle presta en effet. C'était Rhea Ripley avait bon rôle de rappeler que Nia Jax avait sans doute été sa plus grosse menace sur son règne au final assez tranquille. C'est vrai que c'était une des critiques un peu pour Rhea Ripley. Nia Jax en effet lui a donné du fil à retordre en kayfabe.
Et puis Liv Morgan qui est depuis quelque temps qui est arrivée numéro 2 au Royal Rumble, numéro 2 à l'Elimination Chamber. On sent qu'elle est toute proche du but et qu'elle elle commence à en avoir un peu gros sur la patate de se faire un peu tirer la couverture là par les autres filles. Donc je trouve que c'est assez sympa qu'elle reste aussi un petit peu dans le mix. Donc écoute, un début ma foi assez efficace, même si je continue. Voilà, c'est dans le prolongement pour ceux qui ont écouté la review de Elimination Chamber. Je continue de trouver la partition jouée par Becky Lynch un peu fadoche. Autant, écoute, Nia Jax, elle est dans son rôle de Monster Hill. Liv Morgan, elle a une petite histoire à poursuivre qui est pas si mal. Rhea Ripley, voilà, on sent qu'elle est au top en ce moment. Elle kiffe, elle est ultra over. Je trouve que Becky Lynch, c'est un peu mou du genou, c'est un peu facile ce qu'ils font avec elle. Une victoire à l'Elimination Chamber un peu sans fanfare. Et puis là. Encore une fois, hein, comme les promos qu'elle a eu avant l'Elimination Chamber, elle n'a pas grand-chose à dire, je trouve. C'est du pilote automatique. Et déjà, dans le concours de pop, on sent que c'est pas si clair. Enfin, Mamie fait le taf pour être très over. Becky Lynch, je trouve que ouais, c'est un peu facile, quoi. Ouais, Becky est un peu... sans vraiment trop d'arguments, hein. Elle a gagné, elle est challengeuse, et maintenant, ça va être... difficile peut-être, il reste quelques semaines d'écrire une vraie feud, mais ce que tu dis est une bonne remarque. Est-ce qu'on va continuer à laisser Rhea Ripley kiffer son règne de top star, ou est-ce qu'il va y avoir de la part de l'Australienne quelques petits coups un petit peu bitch par derrière pour qu'elle récupère un peu de hit? J'ai pas l'impression que ça soit le plan, hein. On veut la laisser la laisser au top, hein, Mamie. J'ai l'impression. Mamie est always on top, et en tout cas c'est comme ça qu'a démarré ce Raw, ouais. C'est ça. Un qui est pas très au top en ce moment, c'est Sami Zayn. Beaucoup de difficultés en ce début d'année depuis qu'il est revenu au Royal Rumble. Beaucoup de segments micro jusqu'à présent. Là, il avait un match contre Shinsuke Nakamura, qui aime bien tirer les gens vers les bas-fonds là, ces derniers mois. Un match au déroulé, j'ai trouvé vraiment très classique de Nakamura. Il domine d'abord assez lentement par des coups de genoux, par des soumissions. Ça part un peu à l'extérieur du ring, ça se projette dans les barricades. Sami Zayn qui réussit quand même quelques retournements de situation, des suicide dives et à revenir sur le ring. Et puis à un moment donné où Nakamura essaye de coincer Sami Zayn en lui mettant des coups de genoux, des coups de bélier dans un coin du ring, Sami arrive à se baisser, à éviter et à répondre avec un Helluva Kick out of nowhere, et puis un deuxième pour réussir enfin à coucher le japonais, et au bout de quasiment 15 minutes à remporter une belle victoire de prestige. Sami Zayn qui nous dira plus tard en coulisses que voilà, il va essayer de trouver d'un moyen ou d'une autre une place pour WrestleMania, et il croisera à ce sujet Gunther, dont on reparlera un petit peu plus tard. Mais en tout cas, toi qui espérais de grands plans là pour notre petit ami québécois, c'est mieux parti. Écoute, ouais, c'est vrai que là on attendait un petit peu là les retombées quand même de cette histoire, avec ces deux promos coup sur coup, je crois, hein, coup sur coup dans les gradins là d'un Sami Zayn qui doutait, qui cherchait un peu sa voie. Il avait pas sa place sur la carte d'Elimination Chamber. Le revoilà qui bat Nakamura, et puis là qui croise Gunther dans les coulisses, assez excitant. Je te cache pas que je m'y attendais pas du tout à ça. Donc ma foi, pourquoi pas, hein. C'est quelque chose qui pourrait être tout à fait sympathique. Donc pas forcément ce que j'avais en tête initialement, mais comme les places pour les titres mondiaux sont prises, est-ce que Sami pourrait être le challenger que nous cherchions pour Gunther? En tout cas, c'est une perspective que je n'avais absolument pas envisagée, mais qui, voilà, juste un petit échange de regards en coulisses, j'ai eu un petit frisson. Je me suis dit, tiens, ça me plairait bien. Ouais. Eh ben écoute, on va mettre de côté un peu la chronologie du show, et on va poursuivre justement sur cette intrigue avec Gunther, champion intercontinental depuis, on le sait, X temps. Il vient ce soir au milieu du ring, enfin Imperium plutôt est entièrement là au milieu du ring, et Gunther explique que il a eu un gros challenger la semaine dernière avec Jey Uso, mais qu'il est quand même le champion le plus prestigieux, le plus long champion actuellement, l'un des plus longs champions à la WWE, le plus long champion intercontinental de l'histoire, et que WrestleMania arrive, et donc Gunther, c'est pas un champion qui se cache, et il dit il aura un challenger, hein, il est prêt, mais alors qui ça pourrait être? Donc il nous cite quelques noms, il nous cite Sami Zayn, il a l'air de le tenir en estime. Il nous parle de Chad Gable aussi, qu'on a vu avec des affrontements violents en fin d'année dernière. Il parle du Miz, et il nous dit les plus fous demandent même R-Truth. Alors là, évidemment,
grosse pop de la foule. Mais alors, si tu as été surpris par le petit regard entre Sami Zayn et Gunther, t'as dû être surpris aussi par la suite. C'est le Judgment Day qui a débarqué. Le Judgment Day est arrivé avec sans Rhea Ripley, uniquement le Judgment Day masculin et sans R-Truth, avec un Damian Priest qui a pris la parole et qui a dit voilà Gunther, si tu penses que tu domines ce show, bah c'est pas vrai, c'est le Judgment Day qui domine le show. Alors, on a dominé jusqu'à présent et on espère bien dominer à WrestleMania. On a le gold, on a tout l'or et on veut bien avoir ton or aussi, le titre intercontinental. Et Gunther a l'air de prendre ça un peu de loin, à dire oui d'accord, bon mais alors qui va m'affronter? Et c'est Dominic Mysterio qui s'avance et les regards se croisent, ça se frite même un petit peu, Damian Priest il a l'air d'en vouloir en venir aux mains contre Gunther, mais visiblement c'est bien Dominic qui a l'air d'être désigné puisque en coulisses plus tard ils recroiseront Rhea Ripley qui trouve ça un petit peu étonnant, mais Dominic Mysterio est bien motivé. Il est chaud et il va même croiser très rapidement Andrade, le fameux Andrade qui n'a toujours pas remis les pieds sur le ring. Ouais, voilà. Donc on a eu un gros segment. Alors c'est pas fini avec Imperium, on va en venir juste après parce qu'il y a eu quand même un gros match. Mais c'était pas Gunther qui était à l'honneur là. Après c'est le moment pour Kaiser et Vinci. Mais il y a une émulation là. Il se crée quelque chose autour de ce titre intercontinental. Ah bah oui, là, indéniablement, il se passe plein de trucs. Là, d'un seul coup, on est passé d'un petit regard en coulisses à on a égrené tout un tas de challengers potentiels jusqu'à en arriver finalement à une confrontation avec Dominic Mysterio. Donc là, ouais, bah écoute, bien malin maintenant celui qui va pouvoir deviner quelle va être la feu de Gunther. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié qu'ils aient cherché à brouiller les pistes. Il y a eu, tu sentais, il y a un petit frisson dans l'arène quand le Judgment Day est arrivé pour interrompre Gunther parce que, d'une certaine manière, ils n'ont pas vraiment vocation à croiser le fer en quelque sorte. C'est tous ces gars-là. Donc ouais, tout ça a été assez sympa et ça présage de pas mal de choses. Donc je suis curieux. Là, il n'y a pas forcément énormément d'enseignements à en tirer là tout de suite, mais en tout cas, c'est typiquement voilà ce que j'attends de ces prochaines semaines pour la route vers WrestleMania. Les grosses affiches sont bookées, archi bookées. Hein. Là, il y a pas trop de débat. Hein. Les 4 titres mondiaux sont fixés. Donc maintenant, il s'agit de créer un petit peu de suspense et un petit peu de storyline justement pour le reste de la carte. Et écoute, ça c'est un très très bon point de départ pour moi. Ouais, Gunther était plutôt habitué à des défenses en solo. C'est vrai que WrestleMania, on a souvent des petits matchs à plusieurs, voire des matchs à l'échelle. On pourrait peut-être envisager ça avec tout ce petit monde. On a revu Chad Gable aussi en coulisses, qui a demandé à Adam Pearce un match. Ouais. Donc ça tourne autour. Est-ce que Dominic sera l'homme de la situation ou est-ce que c'est juste un tremplin pour envoyer, je sais pas, Damian Priest ou Finn Balor? Gunther a évoqué le fait de cash-in sur lui. Donc presque tout est possible maintenant. Ah, presque. Alors justement, c'est en effet assez intéressant. Ouais, plein de choses sont possibles et l'Imperium avait donc un gros match ensuite puisque c'était un street fight de Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci contre le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods. Alors là, on a eu 18 minutes de baston avec un début qui s'est fait pas mal sous le titantron, directement au niveau de l'entrée des catcheurs, notamment Xavier Woods qui a cassé son trombone sur la tête de ses adversaires. Encore une Francesca en moins. Puis une grosse succession de moves et de domination. Alors j'ai bien aimé, il y a pas vraiment eu de phase de domination d'une équipe ou d'une autre. Ça a alterné vraiment très vite. On a été un petit peu sage au début quand même. On a plutôt joué avec les barricades, les extérieurs, le ring. C'était un street fight un peu sage. Mais quand même, c'est l'Imperium qui a sorti les kendo sticks qui ont été pas mal utilisés, notamment sur Xavier Woods, avant que le New Day s'en empare et l'utilise sur Ludwig Kaiser. Imperium, en tant que magnifique heel, ont refusé d'utiliser des tables. Le public les a réclamées. Ils ont préféré utiliser des chaises. Kofi Kingston, lui, a utilisé un fauteuil qui a volé dans la tête de ses adversaires. Donc c'est quand même bien parti dans tous les sens à la fin. Et avec un segment final qui était assez beau, j'ai trouvé, où Xavier Woods essaye d'attraper Giovanni Vinci qui lui envoie un coup de chaise. On rebondit, Kofi Kingston lui tombe sur une table à l'extérieur du ring. On envoie
Xavier Woods dans la tête, la tête sur une chaise qui avait été coincée dans un des coins du ring comme font souvent les catcheurs, et Ludwig Kaiser en profite pour placer une sorte de roll-up. Là, il appuie de tout son poids sur son adversaire et les Européens l'emportent. Donc à l'issue d'une performance plutôt disputée, la foule a bien aimé. Est-ce que c'était ton cas, Giscal? Écoute, oui. Ouais. Non, non, en effet, très sympa. Très, très sympa. Ambiance un petit peu main event de house show. Ouais, Non, non. Écoute, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Bon street fight de la part des gars. Et d'une certaine manière un peu une fin définitive de rivalité qui durait quand même depuis un petit moment entre tous ces bonhommes. peut-être bien. Peut-être bien, je ne sais pas. En tout cas, ouais, le spectacle était au rendez-vous. Une fin définitive, comme nous dit Giscal, évidemment. Ça c'est vraiment fini. Non, je trouvais que c'était un bon match aussi. Hein. C'était chouette. Il y a eu un petit moment quand même là au début où je trouvais ça pas très street fight pour un street fight, mais ils ont su jouer quand même avec. Bon, c'est pas trop la gimmick des Imperium, mais en tout cas d'utiliser des objets ou de tout casser dans tous les sens. Et je suis très content qu'ils aient gagné. Donc je trouve que c'était un efficace moment. Le New Day reste une équipe historique et une équipe de vétérans, même si ça fait un moment maintenant qu'ils ont descendu d'un petit cran quand même dans la hiérarchie, mais ils nous ont montré qu'ils savaient assurer le spectacle. Et on a eu un beau match de milieu de show, je trouve, pour bien motiver la foule. Après le match de Sami Zayn, c'était une prestation sympa là aussi. Et ce match-là était entouré par 2 matchs féminins, figure-toi, Giscal. Donc Oui. on va faire un gros pack, Woman Pack, là, à la WWE. On va tout évoquer d'un coup. Ça va peut-être aller vite, en tout cas c'est aller vite sur le ring, puisque nous avons eu un match de Chelsea Green qui a un petit peu moqué Raquel Rodriguez en prenant le micro en début de show et qui s'est fait laminer par Raquel Rodriguez hein, en 1 minute 19. Voilà. Elle s'est fait exploser la pauvre Chelsea. Pourtant, elle n'a pas démérité, mais voilà, ça a été vite quand même. Et celles qui n'ont pas démérité, mais qui se sont fait exploser aussi, c'est Candice LeRae et Indy Hartwell contre Shayna Baszler et Zoe Stark. Un tout petit peu plus long, 2 minutes 47. Ouais. Candice LeRae qui a quand même servi de serpillière. Et puis, quand Indy Hartwell a été taguée, elle a essayé d'amener un petit peu plus de force, mais elle s'est fait coincer dans la soumission de Shayna Baszler et elle a tapé. Donc elles ont perdu. Voilà, 2 matchs féminins pour à peu près moins de 4 minutes au total. On va garder celui de Nia Jax un petit peu plus tard, qui était un petit peu plus long et qui était un peu plus important Oui, peut-être un dans la peu plus hiérarchie, mais intéressant. Ouais. ouais, là, on est euh, on est dans le Ouais, bah, dispensable. Hein. écoute. Ouais, on est dans le dispensable, on est dans du remplissage. Bon, écoute, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que Chelsea Green, bah ouais, même quand elle se fait squasher, je trouve que c'est elle qui crève l'écran, quoi. Elle est vraiment, elle est vraiment super dans son rôle de. Bon, de toute façon, c'est un rôle pas très ambitieux, hein, mais c'est un rôle utile dans la division féminine. Voilà, ça donne un peu de l'allant. C'est ce heel peureux et qu'on aime bien tabasser là, un peu à la. C'est une sorte de mise au féminin un petit peu là que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez sympa, qui se plaint au management et qui se fait rouster par les costauds là. Donc ok, écoute, ça fait un petit moment divertissant du moment que c'est pas trop long. Et puis bah Shayna Baszler et Zoe Stark, quoi, là on est dans de la tag team féminine classique, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe rien. On est en droit de se poser encore plus de questions sur pourquoi est-ce que Candice LeRae et Indy Hartwell ont eu un title shot à Elimination Chamber. Évidemment, hormis le fait que oui, c'est une Australienne et tout, c'est quand même encore une fois, ça montre, je trouve, le niveau d'intérêt que la WWE en tout cas tente souhaite nous faire porter à cette division. C'est proche du néant parce que de toute façon eux-mêmes n'ont vraiment pas l'air d'y accorder aucun intérêt. Oui, il n'y a pas beaucoup d'intérêt dans ces 2 rencontres. Je partage ton avis, pardon, Chelsea Green, toujours très expressive et toujours très drôle, et les autres sans grand intérêt. On ne sait pas trop jusqu'où iront ces catcheuses dans la division de la WWE. On ne sait pas. Certains même sur le Discord qui sont méchants, qui envisagent des ruptures conventionnelles de contrat, tout ça, des licenciements. C'est assez méchant. C'est pas bien, pas bien. Non, c'est pas bien les pauvres. Mais bon, celle pour qui ça m'embête le plus, c'est vrai que c'est Zoe Stark parce que moi j'aime bien, je trouve qu'il y a quelque chose. Bon Ouais. après, à elle aussi hein, de montrer peut-être et d'arriver encore plus à tirer son épingle du jeu. Mais bon, on va dire que le jeu qu'on lui a distribué avec cette association avec Shayna Baszler la met vraiment pas dans les meilleures dispositions quand même.
Donc pour une rookie, c'est quand même dur, je trouve, d'être avec un tel trou noir là qu'est Shayna Baszler en équipe, c'est difficile. Donc ouais, c'est peut-être celle pour lesquelles ça m'embête le plus. Sinon les autres, je m'en fiche. Ouais. Bon, elle est plus jeune, elle a plus d'un. Elle a le temps. On y va plus de potentiel peut-être. Ouais, elle a le temps, Mm. elle démarre gentiment. Ouais. On verra bien. On verra bien ce que l'avenir lui réserve. Il y en a un qui a l'air d'être très confiant dans l'avenir, c'est Drew McIntyre. Bon, il a été un héros victorieux de Elimination Chamber. Il a gagné dans cette cage infernale. Et donc il est content, il remercie les fans. Et il leur dit vous avez prié pour tout ça. Au passage, il nous avoue qu'il s'est blessé pendant le match. Ouais. Il s'est blessé et que les médecins lui ont dit peut-être que tu pourras pas aller à WrestleMania. Et il a répondu mais vous croyez que je suis qui? Que je suis CM Punk? Bah non. Alors là, tout d'un coup, la foule arrête de l'acclamer et va même encore plus le huer quand Drew McIntyre s'assied au milieu du ring exactement à la façon de CM Punk, là, à la façon pipe bomb du Straight Edge. Et il parle à CM Punk, et il est toujours obsédé visiblement par CM Punk, voilà. Et il lui explique il a gagné, lui il va aller à WrestleMania, en gros, voilà, il provoque, enfin vraiment il le provoque. Il provoque CM Punk, mais il appelle ensuite Seth Rollins, évidemment, qui va être son adversaire lors du show des shows. Et Seth Rollins débarque, le félicite, il dit voilà, t'as ton opportunité. Bon, en plus, ce coup-ci, voilà, tu vas être dans une salle avec du public, pas comme la dernière fois. Ça, on aime bien torturer le pauvre Drew qui a quand même bouffé cette histoire de WrestleMania Covid. Et, euh, et alors Drew, il veut quand même, il a une requête, il a une remarque qui est ma foi pas dénuée de bon sens. Il lui dit écoute Seth, pourquoi tu fais ce que tu fais là? Moi je te veux à 100%, je veux qu'on ait un énorme match à WrestleMania. Et puis t'es blessé au genou, t'es blessé au dos. Qu'est-ce que tu fous à SmackDown? Pourquoi tu te mêles de l'histoire de Cody Rhodes, de la Bloodline? La Bloodline, on sait de toute façon que c'est de la triche, que c'est du bordel, qui m'ont fait perdre des title shots, qui t'ont mis dans la merde toi aussi. Enfin, il faut arrêter cette histoire. Moi, si je deviens champion, je serai à Raw. Ce qui m'intéressera, c'est le business de Raw. Là, tu es en train de faire un petit peu n'importe quoi et en gros, tu pourrais nous gâcher notre match à WrestleMania. Hmm. C'est une bonne réflexion, écoute. Seth Rollins s'est dit, c'est peut-être vrai, ouais, peut-être bien que ça va être une nuit facile pour toi à WrestleMania. Mais peut-être que tu te trompes au fond. Peut-être que. Alors, Seth Rollins, il va chercher au fond de son histoire personnelle. Il dit à une époque, moi aussi, j'étais un peu un tricheur, j'étais un peu un salaud, j'ai fait des coups bas, tout ça. Moi aussi, j'étais pas bien dans ma vie, tout ça. Et puis, je me sentais pas heureux. Et maintenant que je suis devenu papa, donc Giscard, tu vas pouvoir nous dire si tu comprends le sentiment de Seth Rollins. Maintenant que je suis devenu papa, je sais qu'il y a des combats qui méritent d'être menés, qu'il y a des choses qui méritent, il y a des risques qui méritent d'être pris. Et ça, c'est hyper important pour moi et c'est plus important même que champion du monde, etc. On finit sur sur du parler en fait. Voilà, spontanément, l'ingé son décide que le segment est fini et nous balance la musique de fin, mais y a pas de violence. On s'en va du ring tout simplement. On se toise, on se regarde, on sait écouter, on sait parler. Mais qu'est-ce qu'on s'est dit et qu'est-ce qu'on en a compris, Giscal? Est-ce qu'en tant que papa, toi aussi, t'as arrêté les saloperies maintenant? Ouais, exactement. Non, c'est vrai que la paternité, ça change un homme. Hmm. Mais écoute, ouais, un segment, bon, qu'on pourrait qualifier d'une certaine manière un petit peu de tiède. Peut-être que, bon, il démarre les choses en douceur. En même temps, la route est longue. C'est vrai que là, WrestleMania, c'est dans une quarantaine de jours, quelque chose comme ça. Bon, ils ont largement encore des cartouches à griller. Donc là, bon bah voilà, écoute, ils se sont un petit peu tournés autour, ils se sont reniflés en quelque sorte. Là, ils se sont envoyés des premières banderilles doucement. McIntyre toujours avec ce double jeu, ce côté, je te dis des choses vraies, je te dis des choses pour ton bien, mais en même temps, voilà, là maintenant on a bien compris que McIntyre il roulait pour lui et que c'était un sacré nouveau connard là de première catégorie là. Je trouve que c'est vraiment super ce qu'il fait McIntyre et puis ce petit passage là où il a encore trashé CM Punk qui encore une fois bon c'est à la fois très drôle et puis ça pique, C'est vrai que là, si t'es CM Punk dans ton canapé avec ta petite attelle, là, ton bras en écharpe, tu dois fulminer, là, tu dois lancer ta télécommande sur la télé, là, tu dois voir le buter, là, McIntyre, donc c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, on en parlait aussi avec Ringside, on se disait quand même que
que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé, c'est vrai que Drew McIntyre, il en parle quand même beaucoup, 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 beaucoup de CM Punk. Tout le temps. Tout le temps à peu près. C'est simple, le mec est obsédé par CM Punk. Donc c'est le fait qu'il le garde, parce que bon, tu te dis bon, écoute, s'il voulait faire le truc surprise un peu plus tard, machin, peut-être qu'ils arrêteraient un petit peu d'en parler et puis ils raviveraient ça plus tard. Mais c'est vrai que là, il en parle tellement souvent, on commence presque à se demander. Ok, il nous a dit en kayfabe là qu'il serait blessé pendant, je sais plus, enfin longtemps. Je crois qu'il a dit 8 ou 9 mois, je crois, un truc comme ça enfin 8 mois, je crois, pour son biceps ou son triceps là qui s'est déchiré. On a presque du mal à croire que ça va durer que ça va durer très très longtemps parce que, enfin, le truc a l'air tellement chaud qu'on a envie de leur dire mais battez-vous parce que là. En tout cas, c'est assez efficace ce qu'il fait McIntyre. Il joue sur plusieurs tableaux, puis d'ailleurs sur pas que 2 tableaux, on va le voir encore après. Donc ouais, j'ai bien aimé la presta de McIntyre. Rollins peut-être un petit peu plus tiède, mais bon, encore une fois, comme je disais, ils ont le temps. Ça va être, je pense, très sympa à suivre. Et ce que j'aime toujours, c'est ce côté, cette scène de main event made in Triple H là depuis des mois maintenant, on peut pas dire moins que ça, avec ces chassés-croisés permanents, c'est-à-dire que ces histoires, les histoires, tout le monde, tout s'entrelace. Rollins évidemment avec la Bloodline, mais aussi avec Cody Rhodes et puis avec Jey Uso et Sami Zayn et Drew McIntyre et tout s'entrelace, ce qui rend ces weekly très organiques et ces potentiels payoff plus loin dans l'histoire très savoureux. Ah ouais, j'ai beaucoup aimé cette performance de pour McIntyre et j'aime beaucoup vraiment. Ah, tu vois, le parallèle avec l'introduction du show est assez marquante, je trouve. C'est-à-dire que on a 2 gars qui se sont affrontés. Je pense qu'il y a eu au moins 2 ou 3 déjà title shot de Drew McIntyre contre Seth Rollins. Ouais. Ouais, au Donc moins 2, ça c'est sûr. ouais, au moins 2. Donc l'histoire à raconter, il n'y a pas grand-chose de nouveau, on pourrait dire. Mais ils arrivent à trouver un petit angle, au moins qui va durer juste un soir peut-être, mais au moins qui sert à nourrir le truc, à faire réfléchir. On sait que Drew McIntyre, on imagine bien qu'il joue un personnage d'égoïste, donc il s'en fout un peu que Seth Rollins soit à 100%, mais en fait il veut pas se faire voler le spot quoi. Ce qui le saoule en fait à Drew, c'est que l'attention soit à SmackDown et autour du Rock et autour de Roman Reigns, c'est que lui il se fasse voler un petit peu son truc. Donc bien sûr. Ils ont l'intelligence, ils vont avoir l'intelligence, je pense, de réussir dans les quelques semaines à venir à nous écrire des choses, ouais, comme t'as dit. Et Seth Rollins peut-être un petit peu à l'image de sa femme Becky a moins à dire individuellement, mais bon, il arrive à sortir quelque chose de classe, je trouve, même si c'est pas. Oui. C'est beaucoup plus travaillé quand même, ça c'est sûr. Justement, à propos de Drew McIntyre, hein, on va en parler vite fait puisqu'on l'a croisé dans les coulisses. Il a interrompu, comment ils appellent ça là, Jey Uso avec comment il s'appelle, Jackie, c'est ça? Non. Ah oui, Jackie Redmond. Ouais, Jackie, ils lui ont donné un nom là, Jackie Moment ou je sais pas comment ils appellent ça. Non, Jackie Redmond, enfin c'est son nom de famille. Ils lui ont donné un surnom. Je croyais qu'ils avaient un truc, genre c'était le moment de Jackie ou un truc comme ça. Enfin, peut-être, je sais pas, j'ai pas fait gaffe si c'est le cas. Bon, écoute, si vous savez, dites-nous Peuple Ketchup en commentaire, c'est peut-être moi qui me gourre. Enfin bref, Jey Uso, bon, il est chaud, hein, il a pas dit grand-chose de passionnant dans son interview, mais il a croisé McIntyre, qui s'est un petit peu foutu de lui, qui lui a dit que you deserve it, tu mérites ce qui t'est arrivé. Et ils se sont mis un petit peu sur la gueule, et si j'ai bien compris, ils s'affronteront la semaine prochaine, c'est ça, dans McIntyre, Jey Uso, ouais. Et oui, on continue. On continue. Le hater professionnel, Drew McIntyre, qui va continuer sa vendetta. Il déteste tout ce qui est populaire. Ah ouais, et puis de toute façon, Jey Uso, il s'était pas caché déjà quand ils ont un lourd passif, donc ouais. On verra bien, donc on nous vend la semaine prochaine, on commence un peu à nous teaser aussi des matchs pour la semaine prochaine, histoire de nous maintenir en haleine. Alors, celles qui ont un vrai historique, hein, effectivement, c'est Liv Morgan et Nia Jax. Elles sont déjà affrontées, elles sont déjà croisées. Et ce soir, donc, elles ont un match l'une contre l'autre. Alors, Nia Jax arrive hyper confiante, hein, elle nous a dit qu'en gros, elle allait la tuer. Mais Liv Morgan, elle arrive, hein. Elle arrive à se tirer un petit peu des pattes, des griffes de Nia Jax. Alors, bien sûr, elle se fait écrabouiller, jeter dans un coin du ring ou dans l'autre. Mais Nia Jax commet à plusieurs reprises
une fameuse erreur qui est un peu sa signature move. C'est son fameux leg drop qu'elle rate. Elle a failli nous refaire le coup. Elle s'est fait mal à une partie de son intimité douloureuse. Et donc voilà, elle se rate 2 fois, je crois, dans le même match. Hein, c'est un leg drop que l'adversaire évite. Et ça permet donc à Liv Morgan de réussir à placer des moves, quelques kicks, quelques suicide dive, etc. Et à un moment donné où on est à l'extérieur du ring, Becky Lynch débarque et attrape Nia Jax et la tabasse sur la table des commentateurs, hein, lui fout la tête dedans. Et ça sonne la disqualification. Donc c'est Nia Jax qui a gagné officiellement le match puisque c'est Nia Jax qui a été attaquée. Et ça plaît pas beaucoup à Liv Morgan qui ensuite en coulisses va venir interrompre Becky Lynch en lui disant j'étais en plein milieu d'un truc là, j'étais en train de faire quelque chose, tu fais un peu chier, là le monde tourne pas autour de toi, hein. Becky Lynch elle vient de se programmer un match contre Nia Jax, hein. Adam Pearce lui a validé la semaine prochaine, mais visiblement Liv Morgan elle veut pas être la troisième la cinquième roue du carrosse, hein, là elle a raison après tout, qu'est-ce que c'est ce bordel là. On nous a privés d'un très beau match là, non? Ben oui. Et oui, oui, Avec. oui, écoute, c'est un petit... à ce moment-là du show, je me dis, enfin, un peu de vie dans cette division. Il se passe des trucs. Tu sais, les catcheuses ont pas des œillères avec déjà bon quand elles ont la chance d'avoir un programme parce que faut reconnaître, hein, elles ont pas le même soin d'écriture que les hommes. Hein, les filles déjà si elles ont un programme, tu vois, c'est fantastique. Et souvent, je trouve dans la division féminine, il y a un côté cloisonnement qui est terrible. C'est bon bah voilà, il y a la championne qui se bat avec sa challengeuse. Et puis après le reste, une sorte de joyeux bordel où tu les vois de temps en temps en coulisses. Il y en a une qui dit ouais toi t'es pas belle, toi t'es pas gentille, machin et tout. Là, tiens là il y a un petit semblant de chassé-croisé qui est assez qui est pas déplaisant. Écoute, voilà, je suis pas forcément un très grand fan de Liv Morgan, mais je trouve que voilà depuis son retour, c'était au Rumble, hein, oui c'est Ouais, au 30e. Rumble où elle est revenue. Écoute, il tente un truc avec elle, ce côté, elle en a marre entre guillemets là, voilà, enfin c'est pas entre guillemets d'ailleurs, elle en a marre hein, que le train passe, hein, on va dire, et que qu'elle elle soit sur le quai à regarder. Et puis bah donc là, voilà, il y a cette continuité avec Becky Lynch qui vient se venger, qui vient s'introduire, en effet, dans un match où elle a rien à faire. Alors oui, ok, elle s'était fait attaquer en début de show, mais bon, c'est bon, Becky Lynch, elle peut se contenir un petit peu. Donc j'ai bien aimé cette petite interaction. Je trouve que c'est assez c'est prometteur, c'est peut-être un bien grand mot, on va peut-être pas non plus trop se chauffer. Mais voilà, je trouve que en tout cas, c'est novateur, on va dire, dans la façon d'écrire un petit peu les rivalités et la mid-card féminine. Liv Morgan, semble-t-il, a des développements scénaristiques sur son personnage. Et donc peut-être, voilà, en tout cas, c'est le genre de truc qui te fait dire qu'elle va sans doute avoir peut-être un petit rôle à jouer à WrestleMania. Maintenant, reste à définir lequel. Mais en tout cas, voilà, c'est le genre d'initiative et d'ambition d'écriture qui me fait plaisir. Je serais bien hypocrite après à les tracher toutes les semaines, à ne pas le reconnaître. Eh ben, très bien, écoute, on va savourer notre plaisir. Bon, voilà, c'est de l'occupation, je pense, pour la feu de Becky Lynch. Hein. Il y a quelques semaines, Becky s'est couchée, hein, quand même, clean et pour Nia Jax, histoire de l'envoyer sur de bons rails en Australie. Je pense qu'on va partir sur le scénario inverse. Hein. Nia Jax va sûrement redescendre un petit cran et laisser Becky Lynch partir elle aussi sur un bon lancer à WrestleMania. Mais c'est intéressant de mettre Liv Morgan au milieu de tout ça, qui effectivement pour le moment a pas vraiment manifesté non plus de gros programmes. Hein. Elle a pas gagné la Chamber, donc elle aura pas de title shot. On sait pas trop ce qu'elle va faire dans les prochaines semaines, mais elle veut jouer son rôle, elle veut avoir une place et elle joue des coudes. Elle veut qu'on la prenne en considération. Donc pourquoi pas. J'espère. Honnêtement, je trouve quand même le match. Enfin, je comprenais pas pourquoi il était un petit peu long. On a plus de 8 minutes pour cette performance. Performance étant un terme généraliste, bien entendu. Ouais. Donc, bon, le fait que ça se finisse sur une disqualification, voilà, ça explique un petit peu pourquoi. Mais bon, c'est pas désagréable et puis on espère un bon gros match avec Nia Jax la semaine prochaine, qui elle continue d'être
d'être là toutes les semaines et d'avoir un match quasiment toutes les semaines. Hein. Bah oui, bah écoute, elle fait son petit trou, Nia Jax, tranquille. Mais en effet, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'elle fait Nia Jax depuis un petit moment. Donc il faut féliciter. Il faut féliciter quand c'est le cas. Donc non, écoute, attendons de voir voilà comment tout ça va se dérouler. Mais Nia Jax et Liv Morgan il semblerait avoir une petite carte à jouer à WrestleMania. Une petite place, exactement. Alors en parlant de place, il y en a un qui a une place de choix pour la première fois dans sa jeune carrière. C'est Grayson Waller, le fameux Australien de la WWE. Et il a réussi quand même à glaner un match contre Cody Rhodes ce soir en main event suite au Grayson Waller Effect qu'il y a eu en Australie. Alors on a vu un petit peu tout ce beau monde durant l'épisode backstage, voilà, nous dire que voilà, ils vont s'affronter, là, il y en a un qui va battre l'autre, etc. Chacun dit un petit peu la même chose. Quand le main event commence, il nous reste à peu près 20 minutes de show, hein, il reste du temps. Mais finalement, ce temps sera pas consacré en grande partie à ce match. Hein. Grayson Waller a tenté des trucs, a même dominé pas mal au début. Cody Rhodes, il fait des matchs un peu à la John Cena. Au début, il se fait un petit peu malmener, il se fait secouer dans tous les sens. Il est au sol, il secoue la tête, il perd ses esprits, il reprend ses esprits. Ça part un peu à l'extérieur du ring. Bon, il réussit à placer un Cody Cutter, etc. Et il finira avec un Crossroads en seulement 7 minutes 55 par battre Grayson Waller malgré la présence d'Austin Theory à l'extérieur du ring, mais qui fera pas grand-chose de très marquant. Donc, Cody Rhodes facilement vient à bout de l'Australien. Mais quand le match se termine, Paul Heyman débarque. Paul Heyman sort de nulle part. Il est accompagné par 3 personnes, mais c'est pas la Bloodline. C'est 3 mecs de la sécurité. Il nous les présente, enfin il nous les présente pas, mais il nous dit voilà, c'est des policiers, hein, c'est des flics en gros. C'est des mecs de la NYPD. Ouais, Je sais pas, il a dit ça, mais alors on est d'accord que c'est la police de New York, ça, non? Je sais pas Ils trop. ont rien à faire ici. Ouais, après, il a dit qu'ils étaient en civil, qu'ils étaient. J'ai pas trop compris ce qu'il a dit. Je sais pas, j'ai cru que c'était. À un moment, il a dit c'est mes good friends de la NYPD. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon, Paul Heyman était un petit peu perdu là et il était tout seul. Hein. Il nous a promis, et la promesse sera tenue qu'il y avait personne d'autre de la Bloodline qui était là. Cody Rhodes, il va chercher une chaise. Il s'assied d'ailleurs au milieu du ring. Et voilà, qu'est-ce qu'il veut dire Paul Heyman Il explique déjà, Cody Rhodes nous a quand même fait rater le main event le plus historique de l'histoire hein, entre Roman Reigns et The Rock. Et The Rock, il en est pas très content. Donc voilà, tout le monde a essayé de convaincre, tout le monde essaye de convaincre Cody Rhodes. En fait, le but c'est voilà, Cody Rhodes, il faut que tu annules ton challenge que t'as lancé au Rock en Australie parce que c'est pas possible quoi. C'est une très très mauvaise idée. The Rock va être très très vénère. Et Cody Rhodes il dit bon écoute hein, The Rock moi j'étais fan de The Rock comme tout le monde dans cette salle. Je viens d'une famille en plus voilà qui a survécu, qui mangeait, qui était nourrie grâce au show, grâce au catch en fait, et que The Rock c'était une famille de catcheurs, donc c'était un des plus grands catcheurs à l'époque. Bon, Paul Heyman il essaye de monter sur le ring, mais Cody Rhodes veut pas, il refuse, hein, il lui dit non, tu montes pas sur le ring. Et quand les 3 mecs de la sécurité arrivent pour encercler Cody Rhodes, Cody il dit s'il y en a un qui s'approche, en gros je vous casse la gueule. Je tue tout le monde. Et Paul Heyman il dit ça me concerne pas. Et Cody Rhodes il dit si ça te concernait. Et donc du coup comme Paul Heyman a fait un mouvement, Cody Rhodes il démonte facilement à coups de chaise les 3 mecs de la sécurité, les 3 policiers. À mon avis ça va être compliqué légalement la semaine prochaine pour Cody Rhodes. Ouais. Voilà, finalement Paul Heyman bat en retraite. Il prend ses 2 téléphones puisqu'il en a 2, un pour appeler Roman Reigns et un pour appeler The Rock. Il utilise la reconnaissance vocale, il dit à un téléphone call Roman Reigns et à l'autre call The Rock. Je sais pas trop comment il va se démerder pour avoir les 2 en même temps sur 2 téléphones différents. Ça, c'est très compliqué. C'est un avocat d'affaires, c'est un businessman, il sait faire. Mais compliqué dommage, quand même. On n'a pas dû lui dire que ça existait les téléphones avec la double SIM maintenant. Ouais, oui, voilà, ou un appel en groupe, tu sais, ils ont pas un groupe, oui. Ils doivent avoir un groupe WhatsApp Bloodline. Ouais, ça, voilà. Nous on a ça, donc voilà, un petit groupe WhatsApp peinard. Et Cody Rhodes finit, nous claque quand même une belle petite phrase finale en nous disant voilà, c'est pas la Bloodline qui me chasse, c'est moi qui chasse la Bloodline. I am hunting the Bloodline.
Et puis on finit là-dessus. Écoute, je vais pas te cacher que moi j'étais un petit peu étonné par ce segment avec des mecs de la sécurité qui servent à que dalle à part se faire taper sur la gueule comme d'habitude. Et j'ai pas vraiment compris ce qu'on cherchait les uns comme les autres à nous dire, à part que Cody Rhodes veut un match contre The Rock et qu'on est au courant. Mais moi ça m'a un petit peu surpris cette fin. Mais quel a été ton avis, toi? Est-ce que tu as mieux compris que moi? Est-ce que tu peux m'éclairer, Fiscal? Non, non, je te cache pas que j'ai pas, ouais, c'est pas que j'ai pas compris, c'est oui, enfin oui, j'imagine qu'on veut dire la même chose, je vois pas trop l'intérêt du segment. Là aussi, je trouve qu'on a, là aussi, on a un petit peu joué la montre cette semaine. Je trouve qu'en effet, il y a pas eu un développement de dingue. Bon, écoute, ils ont joué la carte déjà d'un main event quand même assez cheap. Alors ok, on capitalisait un petit peu sur l'Elimination Chamber, mais quitte à faire ce match, tu vois, écoute, on avait décrié un petit peu le fait que quand même cette carte était très pauvre à Perth en Australie. Bah écoute, c'est un match qui peut-être aurait pu être sur la carte. On s'attendait d'ailleurs peut-être à ce que ce Grayson Waller Effect accouche d'un petit match impromptu. Bon, finalement, Ouais. ils ont décidé de le faire à Raw. Tout ça est bien sage en effet, ouais. L'intervention de Paul Heyman n'apporte pas grand-chose, parce qu'évidemment que Cody Rhodes ne va pas avoir peur de Paul Heyman tout seul, donc je sais pas trop à quoi il s'attendait. Enfin bref, voilà, j'ai pas le sentiment qu'il y ait grand-chose à analyser de ce segment, si ce n'est qu'ils ont un petit peu joué la montre et qu'il faut sans doute se dire que les gros développements de la Bloodline vont survenir à SmackDown désormais, pour laisser peut-être aussi un petit peu plus de place à Becky, à Rhea, à Seth Rollins, à Drew McIntyre ici. Donc j'ai je sais pas grand-chose, pas très inspirant ce main event, j'ai trouvé. Ouais, il va se passer des choses à SmackDown, hein. Le Rock a quand même annoncé sa présence pour les 3 prochains épisodes de SmackDown. Ah, tout de Il s- même. Ah Ah oui. ouais, il sera là donc ce vendredi, là, 1er mars, le 8 mars et le 15 mars. C'est ce qu'il a mis sur un post Instagram très exactement. Up next, voilà. UCT will never be the same. Donc il C'est est chaud beau. pour, ouais, il est chaud pour être là, The Rock, mais ouais, je pense que comme toi, ils se sont posés sur une table, ils ont réfléchi à un segment qui ferait un petit peu spectaculaire, un petit peu popper la foule. Voilà, c'est vrai que quand Cody a tabassé les mecs à coups de chaise et qu'il s'est dressé sur le bord du ring, les pectoraux saillants là, et il était beau, il était costaud et la foule l'a encouragé. Donc je pense que dans le moment en live, c'est chouette, mais oui voilà, c'est une fois que c'est fini, ça va pas changer grand chose quoi. Non, il s'est pas passé grand-chose pour la Bloodline, en effet, cette semaine, j'ai trouvé. Mais bon, voilà. Maintenant, direction SmackDown pour ces segments-là. Exactement. Alors, avant de partir à SmackDown et de continuer cette route to WrestleMania, Giscal, quel est ton mot de la fin sur ce Monday Night Raw californien? Est-ce que tu as un top, un flop et une note, s'il te plaît? Eh ben, écoute, oui, j'ai. Bah oui. Alors, It's a mon rhetorical top, question, comme dit Polyman. it's C'était a une question rhetorical rhétorique. question, Ouais, évidemment. voilà. Écoute, mon top, il y a des candidats, il y a des candidats. Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Je pense que je vais continuer sur la lancée et donner mon top à ce hater professionnel de Drew McIntyre que j'ai trouvé vraiment. Écoute, c'était un des très bons moments du show. Je trouve que cette petite ouverture qu'il a eue, même si la passe d'armes avec Seth Rollins, c'était pas inintéressante, c'était un peu plus tiède, mais en tout cas, voilà, cette petite promo, je trouve que c'était très sympa. Donc ce sera mon top. Mon flop, compliqué. Alors l'ambulance des matchs féminins, c'est forcément un petit peu facile, donc on va éviter. Non, mais écoute, je vais continuer parce que je crois me souvenir. Pourtant, c'était pas plus tard qu'hier, mais donc il faudrait quand même que je fasse des efforts de mémoire. Mais il me semble que j'ai mis mon flop Elimination Chamber à Becky Lynch. Bah, je vais continuer. Je trouve que c'est pas très très sérieux pour l'instant ce qu'elle nous propose Becky. Ça manque d'envie, ça manque de température qui monte à l'approche de Mania. Je trouve que c'est pas la Becky Lynch des grands soirs là. Donc je vais continuer à lui donner mon top jusqu'à ce qu'elle règle la mire un peu. Ton flop, tu Et veux dire. mon flop, ouais, pardon. Et mon flop, et en espérant bientôt lui donner mon top.
Bien sûr. Et puis la note. Eh bah écoute, la note, j'ai envie d'être assez timide sur ce Raw. J'ai envie de mettre un petit 2,75. Allez, on va quand même aller au-dessus de la moyenne parce que ça reste, il y a des trucs solides. Mais ouais, un petit 2,75. J'ai trouvé que c'était tiède. C'était pas forcément le démarrage post-Chamber que j'attendais. Je trouve qu'il s'est pas non plus passé des masses et des masses de choses. On a eu quelques petites interactions micro, mais peut-être le développement le plus intéressant qu'il y a pu avoir, c'est ce qui se passe autour du titre intercontinental. Donc j'ai envie de dire qu'on en demande quand même un peu plus dans cette route vers WrestleMania. Donc un Raw peut-être un peu en dedans par rapport aux gros standards qu'on avait eu jusqu'ici. Ouais, peut-être du décalage horaire et des catcheurs fatigués, mais on a Peut-être. on a quand même eu beaucoup de monde qui était pas là en Australie. Hein. Bon, les main eventers, oui, mais voilà, on a laissé de la place au titre intercontinental. On a laissé. Je trouve qu'il y a eu des matchs assez cool. Enfin, il y a eu surtout un match cool. Ça va être mon top, c'est le Street Fight qui était vraiment sympa. Les tag teams se sont fait plaisir. De manière générale, je pourrais même englober mon top à Imperium, puisque je trouvais que Gunther avait fait une belle prestation micro aussi. Et le flop, c'est difficile de pas tirer sur l'ambulance une fois que t'as mis le tien à Becky. Du coup, je vais être obligé, je vais mettre sur le tag team féminine qui effectivement nous apporte C'est pas pas grand immérité, chose. hein. Ouais. Bon, j'aurais pu. Ouais, allez, on va rester là-dessus. Ça mérite ce que ça mérite effectivement. Mais je vais monter un tout petit peu la note. Je vais mettre un 3 parce que voilà, on a quand même des beaux éléments qui apparaissent et qui font soit des segments micro costauds, soit quelques matchs sympas. Mais c'est vrai qu'on est clairement en dessous de certains Raw de ces dernières semaines. Et là, on est un peu dans cette lignée du Chamber un peu tiède, ouais. Donc, il est temps de se réveiller, il est temps de remettre du feu sous la casserole là et de faire bouillir un petit peu tout ça. Évidemment, ça va être hyper chaud, je pense, les prochaines semaines autour de la Bloodline, mais puisque visiblement ils n'ont pas trop l'air de vouloir venir bouger leur cul à Raw, hein, les Roman Reigns et les The Rock. Faudrait pas qu'on oublie Raw, hein. J'espère qu'on n'oubliera pas trop Raw et qu'on va pas négliger Raw. Cody Rhodes, il est à Raw. Il va sûrement passer ces prochaines semaines à faire le va-et-vient d'un show à l'autre en méga superstar du moment, mais faudrait qu'à Raw il ait des choses à faire parce que sinon il va pas faire grand chose dans le show rouge, Cody là, à part affronter. Voilà, faudrait pas qu'il se mette Si je juste commence à à affronter des Grayson Waller et compagnie, oui, c'est et sûr des que ça va Austin pas être. Theory. C'est Ouais. possible, hein. Si ça se trouve la semaine prochaine il affronte Austin Theory et c'est pas la folie furieuse. Ouais. C'est pas impossible, hein. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, ou alors faites-le dans la mid-card, mais c'est vrai que le main event, on a presque envie de dire, bon, écoute, Sami Zayn Nakamura, c'était peut-être plus main event worthy que ça, quoi. Ouais, c'était pas ouf. Grayson Waller qui débute aussi, hein. Je me souviens qu'il y a un an à peu près, il avait eu aussi un main event. Alors c'était pas un main event, mais un match contre Edge à l'époque, qui lui avait dit là, souviens-toi petit, maintenant tu swimming with the sharks, mais tu nages avec les requins. Mais bon, il faut lui laisser un peu le temps, Grayson. C'est pas honteux ce qui s'est passé ce main Non. event, mais c'est pas sa place effectivement. Parce qu'on Non, attend. voilà, c'est juste pas sa classe. Ouais. Mhm. Peuple de catch-up, si vous avez vos propres opinions, vos notes, vos tops, vos flops, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire sur YouTube par exemple, ou à nous écouter sur toutes les bonnes plateformes de podcast, que ce soit Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. On peut venir en parler sur le Discord, Catch-up, qui est hyper actif, allez-y. Sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Instagram, X, Twitter, Catch-up CDC. Et puis, Giscal, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette analyse d'un Monday Night Raw. Voilà, moyen, mais quand même un Monday Night Raw de Road to WrestleMania, donc un Monday Night Raw important. Eh oui, important, et quoi qu'il arrive, on sait qu'on va passer une road forcément très excitante, donc pas de panique. En effet, comme tu l'as dit, peut-être un peu de jet lag. Écoute, on leur pardonnera volontiers, la qualité est tellement haute et élevée depuis des semaines que écoute, ça peut arriver. Donc, non, écoute, merci à toi d'avoir joué le rôle de maître de cérémonie, et c'était un plaisir. Eh ben, plaisir partagé, et c'est parti, on va aller voir The Rock, Roman Reigns et tout ce beau monde. Go to SmackDown, go to prochain Raw, Nia Jax, Becky Lynch la semaine prochaine, ça va être incroyable, c'est sûr. Drew McIntyre et Jey Uso, ça va être monstrueux. Et puis on n'oublie pas que tout ça, c'est la Road to Backlash et qu'on est bientôt à Lyon, Giscal. Le compte à rebours est lancé. Ça va être la folie. Allez, le compte à rebours est lancé, comme tu dis. À bientôt à Lyon, cher Arnos. Et sinon, à très bientôt sur Catch Up. Ciao. Ciao tout le monde.
Ah, j'ai quand même oublié de parler de la télévision d'Art-Roof. Quand il y a Johnny Gargano qui lui demande mais il y a pas de fil, Non, c'est wireless, tu sais, je sais pas quoi, et il dit non. ça aurait pu mériter un top.